l'enregistrement de cette émission que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas présenté, mais là-bas avec son petit chapeau, c'est Hélène, que l'on a surnommée Hélène et les garçons, parce que les garçons, vous voyez, ils sont tous à la technique, là-bas à côté de moi, derrière moi. Et merci beaucoup à Aurélie aussi qui nous a aidé ô combien à préparer cette émission, ces émissions culinaires. Allez, c'est parti. Bienvenue à toutes et à tous sur Escale Assiette, plus précisément, on va dire Escale Assiette, puisque nous avons décidé pour cette édition 2026 de vous proposer de mieux comprendre la cuisine sétoise, les cuisines internationales, parce que souvent elles sont teintées de certains pays voisins ou pays plus lointains, mais aussi et surtout parce que le savoir-faire, il est local. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir nos invités, Gabriel de Pouziac pour son restaurant au Gobi, qui est à 2 pas de la Criée, à 2 pas d'ici, et qui est venu. Gabriel, merci d'avoir répondu présent pour la réalisation de cette recette. Alors, toi, tu es un vrai sétois, et quand on dit le gobi, c'est le poisson que tu pêchais quand tu étais gamin? C'est exactement ça. Le gobi, en fait, c'est le petit poisson qu'on pêche dans tous les ports. C'est le poisson des enfants chez nous. Et l'histoire, nous, c'est qu'on pêchait ce gobi-là près de la Criée et on donnait à manger aux chats à la Pointe Courte. Donc, l'idée était déjà créée, l'enseigne était déjà créée. Et quand on a monté un restaurant, c'était évident. Le gobi, je pense à notre artiste dessinateur. Le gobi, c'est tellement coloré, il y a tellement des modèles très différents, j'allais dire des genres très différents, que c'est quand même aussi un truc super. Alors, quelle est l'histoire de ta famille et de la création du restaurant en 2013 ? Alors, nous, c'est très simple. Moi, j'ai fait toutes mes armes dans la restauration avec un restaurant qui était emblématique avant les années 2000 et qui a fermé après, qui appartenait à un de mes oncles. Et du coup, après pas mal d'expérience, je suis revenu dans ma ville et c'était évident de monter quelque chose, un restaurant parce que je suis assez gourmand. Et la Criée était juste l'endroit incroyable avec ses bateaux, ses chaluts. On n'avait aucune excuse pour ne pas avoir de produits frais. Et depuis maintenant 14 ans, ça continue. Alors, je parlais tout à l'heure de contexte, de cadre, d'histoire, d'anecdotes. Quand on vient chez toi, on ne vient pas seulement au restaurant. On s'attend à quelque chose dans l'assiette, évidemment, mais c'est un cadre aussi. Tu es à 2 pas de la Criée, à 2 pas du bord de l'eau. Tu aimes avoir aussi des objets qui rappellent cette appartenance à la mer ? Alors, on a une ville avec une âme marine. Donc, la pêche chez nous, c'est tout petit. Les chaluts qui partent, les histoires de pêcheurs, les poissons, les familles, les saveurs. Donc, apprendre à aimer le poisson, souvent, c'est un peu plus long. À nous, à Sète, c'est hyper simple parce qu'on est élevé dans ça. Et puis après, le restaurant, effectivement, est conçu de filets, de petits outils, de petites anecdotes, de petites touches de tous ces bateaux, de tous ces pêcheurs qui, depuis maintenant 15 ans, bientôt 15 ans, nous déposent à l'improviste et par surprise soit des filets, soit des ancres, soit des choses. Donc on nourrit le restaurant comme ça et ça devient effectivement presque un bateau, un vieux bateau. Alors, tu as abandonné un petit peu les cuisines du restaurant. Rassurez-vous, on y a mangé ce midi, il n'y a pas de problème. Mais Boris, qui est le chef de cuisine, je vais me tourner vers lui puisque c'est lui à qui tu as demandé de préparer cette recette. Bonjour, chef. Bonjour, enchanté. Bienvenue à vous. Alors, Boris, l'histoire du cuisinier que tu es, avant d'évoquer la recette qu'on va filmer dans sa première étape dans un instant. J'ai eu un parcours classique sur l'école hôtelière et j'ai affiné mon expérience à l'étranger, exclusivement à l'étranger. 5 ans aux États-Unis dans des grands restaurants américains. Ensuite aux Caraïbes, côté exotique. Et le goût du voyage a perfectionné justement mes connaissances culinaires. Et me voilà revenu aux sources ici sur Sète. Pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup. Allez, on attaque la recette. Toute l'équipe, bien entendu, va filmer au plus près ce qui va se passer. Dans cette première étape, en quoi consiste-t-elle, Boris ? Alors, la première étape, c'est justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est de détendre le poulpe pour avoir une meilleure texture, une meilleure mâche par la suite. Garder ce côté tendre et caramélisé avec justement le Komodo. La première étape, je vais vous le montrer, c'est de cuire le poulpe dans un bouillon. Un bouillon qui est accompagné d'aromates, de thym, de laurier. Je rajoute un petit peu de vin rouge également à l'intérieur. Ça concentre justement les saveurs. Et je fais ça à petit bouillon pendant 45 minutes jusqu'à 1 heure. Et j'ai une deuxième étape, justement, pour garder et concentrer les arômes et les saveurs, en cuisson sous vide, à basse température. Et la troisième étape, ça sera justement la cuisson au grill, pour avoir ce côté caramélisé, grillé et fumé. Et on va agrémenter tout ça avec une crème de poivron montée à la soubreaussade, pour apporter un côté terre et mer, et un peu plus épicé. Parfait. Alors, pour essayer de raccourcir la recette pour qu'elle puisse rentrer dans notre émission,
On n'est pas dans la cuisine du restaurant, on est dans le studio d'Ici Héros. Donc on a raccourci un petit peu ces étapes. Donc le bouillon est d'ores et déjà fin prêt et on vous parlera du Komodo dans quelques instants. Je me tourne vers notre spécialiste scientifique auprès de l'Ifremer. Que dire de ce poisson qui est préparé aujourd'hui, dans son contexte, dans sa vie, dans l'eau surtout, parce qu'avant qu'il soit dans l'assiette? Eh ben, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est à votre avis, ça vit combien de temps un poulpe? Le truc, c'est que généralement, c'est moi qui pose des questions. Mais... Et je retourne l'exercice. À votre avis, ça vit combien de temps? Moi, je dirais assez longtemps. Moi, je dirais assez longtemps. Eh ben, ça vit 1 an et demi. Ah non, c'est pas beaucoup. Voilà. En fait, le poulpe, comme tous les céphalopodes, ce sont des espèces à vie courte qui vont vivre 1 an et demi, se reproduire. Et après la reproduction, il y a un phénomène qui se passe de sénescence rapide. Et en fait, le poulpe meurt quelques semaines après s'être reproduit. Donc la femelle, elle va pondre entre 200 et 500 000 œufs qui vont devenir des petites larves qui vont flotter dans le plancton. Et ces poulpes ensuite vont grandir à une vitesse très rapide, beaucoup plus rapide que des poissons. Et l'année d'après, ils vont être en mesure de se reproduire. Et ça va donner la nouvelle cohorte. Ça veut dire que c'est une espèce sur laquelle, si vous avez plusieurs années de mauvaise reproduction, eh bien très vite, vous avez des abondances qui diminuent, puisqu'en effet, tous les poulpes meurent au bout d'1 an et demi. Quel est justement l'état de sa population ici autour de nous, en Méditerranée, particulièrement sur le littoral héroltais? Alors, on n'a pas de signaux comme quoi ça n'irait pas. Donc on a des abondances qui ont l'air relativement stables depuis une vingtaine d'années. On a des débarquements qui sont assez soutenus, mais qui n'ont pas l'air d'impacter la ressource. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est aménager des sites qui permettent de protéger la reproduction pour s'assurer justement que chaque année, il y ait une nouvelle cohorte qui émerge et qu'on puisse pêcher. C'est un animal qui aime bien se cacher, donc je suppose que les habitats les plus discrets pour lui sont les habitats qu'il préfère entre tout. Je reviens vers vous dans un instant et sur la recette, Pamelito qui est avec nous est en train de dessiner pendant ce temps-là. Je pense que vous l'avez à l'écran. Pamelito qui... alors, quelle est l'histoire avec cet animal? Alors, c'est parce que vous l'aimez dans l'assiette ou parce que vous l'aimez quand vous plongez? Au goby, on l'aime beaucoup dans l'assiette, ouais, effectivement. Mais non, l'histoire, c'est qu'on va organiser une petite exposition au restaurant et on va faire une petite collab. Donc l'idée, c'est de mélanger mon univers avec mon personnage et aussi avec ce qui est cuisiné au restaurant, donc typiquement le poulpe. Et sans doute, on va réfléchir aussi à faire un goby un peu sympa. Ça, c'est une bonne idée. Je reviens sur la recette et nous allons parler de la deuxième étape, si vous le voulez bien. Boris, à nous de jouer, à vous surtout. Alors la deuxième étape justement, c'est après cuisson, les 2 cuissons en courbouillon et en cuisson sous vide. J'ai concentré tous les aromates. Ça se présente de telle façon. On va le voir à l'image, on le voit à l'image très certainement. Et après on passe à la cuisson au Komodo. Barbecue japonais à la céramique. Cuisson indirecte qui me permet justement de caraméliser et fumer le produit. Mais d'où il vient ce Komodo? Parce que j'ai pas vu quelqu'un en vendre là à côté de nous. Si vous voulez trouver ce genre de barbecue, sur Montpellier, Sud Barbecue, qui me l'a mis à disposition, que je remercie. Ça fera 200 € pour lui, pub. C'est ça. Que je remercie. Non mais alors, quel est l'intérêt de ce mode de cuisson? L'intérêt de ce mode de cuisson, justement, c'est de concentrer les saveurs, d'apporter une caramélisation en fin de cuisson, ce côté fumé et torréfié, qui est très important, et qui va créer une petite pellicule vraiment caramélisée, ce qui apporte un petit peu de sucrosité à la tentacule, et ce croustillant en bouche, et le fondant qui arrive derrière, avec la tendreté de la cuisson sous vide. Derrière, j'ai fait griller justement une soubrossade, ce qui va me permettre de pouvoir monter ma crème de poivron, qui ont été aussi également grillées, quasiment carbonisées sur la peau, pour pouvoir le peler par la suite, et retrouver encore une fois de plus ce côté fumé dans la sauce. Et un tout petit peu relevé, un tout petit peu piquant, pimenté. Gabriel, un mot bien entendu sur l'évolution de la cuisine dans un restaurant, parce qu'il y a ceux qui viennent parce qu'on est sûr de ce qu'on trouve dans l'assiette. Et en même temps, il faut pas s'endormir, comme on dit, il faut aller toujours de l'avant et donc peut-être penser, innover, etc. Comment tu réfléchis à ta cuisine? C'est une très bonne question parce qu'on a la chance d'avoir des produits incroyables à Sète. Donc on pourrait simplement se contenter de nos produits, de les faire cuire tout simplement et de profiter de leur saveur. C'est là où tout le travail d'un chef va apporter plein de choses.
On a la chance d'avoir Boris, on a eu plein de chefs dans notre histoire et Boris arrive encore à cette nouvelle étape pour apporter une précision différente sur ces produits qu'on a. Donc moi je suis très content de découvrir avec lui le Kamado parce que ça offre comme il l'a bien expliqué, un saisie sur le produit différent et un outil important pour la cuisine aussi. Donc oui, il y a le produit mais aussi toutes les recettes et ça c'est leur magie à eux. Et quand on va au Gobi, il y a une ambiance toujours. Je sais qu'il y a des petites soirées de temps en temps. Enfin, tu aimes aussi planter ce cadre pour les gens qui viennent manger chez toi. Alors notre métier c'est une famille, donc on y reste toute notre vie, hein. C'est les 3/4 du temps c'est dans nos restaurants, donc on y apporte tout ce qu'on peut y apporter. Donc déjà si nos familles peuvent venir nous voir, on est hyper contents, mais si on peut y mettre des expos, si on peut y mettre des dégustations de vin, si on peut discuter avec des scientifiques, enfin voilà, donc on essaie de s'entourer et de meubler ces lieux-là d'un maximum de choses et de maximum de rencontres parce qu'on y passe nos vies, donc ouais, il y a beaucoup de choses. Je reviens avec l'accord mes vins parce que ça aussi, ça fait partie du bon restaurant. On s'attend à trouver des bons vins sur la table, à consommer avec modération. Je reviens sur la cuisson dans un instant et pour terminer cette émission, je voulais qu'on parle de vin parce qu'avec Patrick qui est à mes côtés, le propriétaire du domaine qui s'appelle Domaine Saint-Hilaire. Alors, si je peux le dire géographiquement, vous prenez la route qui va de Metz à Pézenas en direction de Montagnac d'abord et à un moment donné, passez le parc des dinosaures où il paraît qu'il y a quelques jours, on a trouvé une réserve d'œufs incroyable. Je ne sais pas si c'est les œufs de Pâques, mais en tout cas, on a encore trouvé des œufs. Et un tout petit peu plus loin, vous avez sur la gauche, en rentrant un peu dans les terres, le domaine Saint-Hilaire. Quelle belle histoire, j'aimerais que vous nous la racontiez, Patrick. Oui, c'est une très belle histoire parce que c'est un domaine qui est assez ancien, puisqu'on a des documents qui le datent de 1817. En fait, c'est un personnage local. Il est né à Agde, il est mort à Sète. D'ailleurs, il est enterré au cimetière de Sète, au cimetière marin. Et il a commencé simple soldat avec Napoléon. Il a fait toutes les campagnes napoléoniennes. Et il est passé, tout doucement, il a monté en grade jusqu'à général. Donc, il a fini général de Napoléon. Et pour le remercier, Bonaparte Napoléon, puisqu'il était empereur à cette époque, Napoléon l'a anobli baron. Donc, c'était un baron Saint-Hilaire. En fait, il s'appelait Hilaire-Reynaud. Quand Napoléon est tombé, il est rentré dans ses terres et il a racheté ce domaine qu'il a amélioré, etc. Et il lui a donné le nom de son patronyme, Hilaire, donc c'est devenu domaine Saint-Hilaire. Alors à l'époque, il ne faisait pas que du vin, il faisait un peu de tout. Nous, aujourd'hui, on fait que du vin. C'est 76 hectares de terre, on a 30 hectares à peu près de vignes. On fait les 3 couleurs, on a plus de 10 cépages différents et on fait des monocépages, presque tous, mais on fait quelques assemblages, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et pour mettre à l'honneur Sète et la lagune de Thau, on a créé ces étiquettes qui sont un peu l'emblème, la faune du bassin de Thau, en fait. Donc vous avez les huîtres, bien sûr, avec Bouzigues, Marseillan, Metz, mais aussi les hippocampes. Il faut savoir que le bassin de Thau, c'est une pouponnière d'hippocampes, pardon. Ils naissent dans le bassin et ils repartent à la mer. Et enfin, le poulpe, que moi, dans mon étiquette, je l'ai appelé la lune du poufre, parce qu'ici, à Sète, c'est connu sur le poufre. Alors, c'est bon en cuisine, c'est aussi une petite injure quand même. Si vous traitez quelqu'un de gros poufre, c'est pas bien vu quand même. Vous resterez pas amis, vous partirez pas en vacances ensemble. On partira pas. Voilà la petite histoire. Après, on va déguster, j'espère. Ouais, vous me dites on fait que du vin, mais pas que, parce que l'été, ils font quand même des déjeuners à l'ombre, à la fraîche. Et puis, il y a de belles chambres d'hôtes à la maison. Et donc, si vous avez envie un jour de séjourner, c'est ça, Patrick? Oui, exactement. On fait de l'onotourisme parce que aujourd'hui, le monde de la viticulture, c'est un monde quand même difficile. Et on a besoin un peu de faire autre chose. Donc, on fait de l'onotourisme. On a une très belle demeure qu'on peut louer à la semaine, on loue. Et toutes les semaines, en été, on fait des tapas avec dégustation de vin. Donc on a plus de 7 plats avec 7 vins différents. Et donc, et on a un magnifique parc, donc on fait profiter tout le monde. Et on est heureux de présenter nos vins parce que pour un viticulteur, je veux dire, discuter avec le client, le faire déguster, lui expliquer comment ça fonctionne, lui faire visiter nos chais, etc. C'est ça le bonheur en fait. C'est ça important. Et ce que vous faites aujourd'hui et demain sur le stand de IGP Pays d'Oc, les vins de cépage, merci encore une fois à toute l'équipe. Le stand dégustation est un petit peu plus loin. Vous pourrez aller voir Patrick après l'émission pour aller déguster son vin. Est-ce que vous voulez bien m'ouvrir la bouteille que nous allons associer au plat ?
Je crois qu'avec le chef, on a un peu changé d'avis puisqu'on voulait avoir un peu un blanc. Mais là, vu qu'il met du vin rouge un peu dans sa recette, on a décidé, en plus il fait du poulpe, donc on a décidé d'ouvrir la lune du poufre. Bon, allez-y, ouvrez la bouteille, commencez à servir. Pamelito, j'aimerais vous avoir à mes côtés. J'aimerais qu'on montre à la caméra le dessin que vous avez réalisé il y a quelques instants. Regardez ça. C'est facile à dessiner, un poufre? Ouais, c'est plus facile qu'un cactus, ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est toujours pareil, c'est une question d'habitude. Après, il faut s'entraîner. Là, je dessine des cactus toute la journée, donc au bout d'un moment, je suis rodé et je vais assez vite. Donc, c'est pour ça que c'est assez sympa de pouvoir le mixer avec d'autres univers pour proposer quelque chose de différent à chaque fois. Je parlais d'une facette de ton art qui est le street art. Là, c'est encore autre chose puisque le dessin est généralement assez grand. Il peut même se réaliser sur plusieurs surfaces en même temps, enfin, comme des triptyques. Et donc, c'est un art que tu aimes pratiquer? Ouais, j'aime beaucoup, c'est très sympa, on change d'échelle et ça permet de faire des dessins de manière assez monumentale. Et là, dernièrement, j'ai fait le mur de Pérol il y a quelques mois. Et c'est un projet, il y a à peu près 150 mètres carrés, donc il y a quelques jours de boulot et c'est un exercice qui est très très sympa. Ouais. Ouais, le mur de Pérol, qui est finalement un support d'œuvre d'art depuis quelques années et qui est le long de la double voie qui va à la Grande Motte, hein, voilà, que tout le monde peut voir. Merci d'avoir été avec nous. Bougez pas, hein. Le dessin est là. Je vais retourner vers le chef, vers Boris, qui est en train de faire le dressage de son plat. Gabriel, qui jette un œil évidemment sur ce qui se passe devant ses yeux. Évolution de la recette, tout va bien? Écoutez, moi j'ai les salives qui sont en train de s'énerver, donc je crois que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Mais ça donne faim. Alors, Boris, pendant qu'il est en train de dresser, je vais lui suggérer de nous commenter ces derniers gestes. Donc sur les derniers gestes, je viens de monter la crème de poivron caramélisée et fumée avec la soubressade. Je vais terminer avec les petits légumes grillés également au kamado, excusez-moi. Et par la suite, je vais agrémenter d'un ketchup maison pour apporter un petit peu de sucrosité. Et ici, j'ai une crème de miso pour avoir le côté japonisant. Allez-y, Boris, dressez. Pendant ce temps-là, je vous tiens le micro si vous voulez commenter également. On parlait de dessin, de graphique. Finalement, le dressage d'une assiette, d'un plat, c'est aussi de l'art. Ça fait partie aussi de la recette. Exactement. Là, je sublime les saveurs avec le jus de cuisson du poulpe que j'ai agrémenté d'encre de sèche et de vin blanc. Et j'ai également utilisé le bouillon qu'a gélifié. Là, j'ai un choc thermique qui est plus en gelée, mais tout va bien se passer. Oui, difficile de rester en gelée ou de glace, je ne sais pas comment on dit, mais allez, dressage de ce plat pour terminer. On peut, Patrick, servir un peu de vin à nos invités si vous le voulez bien. Et le temps que ce dressage se fasse dans les prochaines secondes, je reviens vers notre scientifique pour savoir s'il y a des inquiétudes sur la ressource. On sait combien c'est difficile aujourd'hui. Est-ce que vous vous penchez aujourd'hui, ça fait partie de vos missions, de savoir où on en est sur les pêches? Alors oui, vous avez des stocks qui sont en effet dégradés, hein. Ça va être le cas du merlu par exemple. Vous avez des stocks qui ont des réponses assez fortes, positives, notamment au changement climatique. Ça va être le cas du rouget, qui a eu une explosion de population ces derniers temps. Donc si vous voulez consommer local et une espèce en bonne santé, consommez du rouget, c'est très bon. Vous avez après des stocks qui sont beaucoup dans l'incertitude. Ça va être le cas de l'élédone, c'est un poulpe, mais on l'appelle le poulpe blanc. Donc l'élédone, on la trouve un peu plus loin, et c'est une espèce qui va faire des cycles d'abondance, qui va avoir des années très fortes, des années très basses, voilà. Bon, en gros, vous avez tous les cas de figure aujourd'hui. La réponse n'est pas simple, la réponse est complexe. Mais vous travaillez dessus. C'est stock par stock et on travaille dessus. On essaye de comprendre un petit peu la dynamique de ces choses-là, oui. Oui. Alors merci Grégoire d'avoir été avec nous un petit moment parce que sur le stand de l'Ifremer, un petit peu plus loin, je peux vous dire qu'ils font un travail pédagogique extraordinaire avec les enfants, mais pas seulement. Ils les reçoivent, ils travaillent avec eux, ils leur expliquent comment ça se passe. Vous faites un travail pédagogique extraordinaire. Merci beaucoup. Patrick, on peut tendre un verre à chacun de nos invités. Et je viens, pour terminer cette recette, près de notre chef Boris. Moi, je pense que vu le travail qui est fait, ça mérite quelques applaudissements. Je vous sollicite, mais regardez ça à l'image. Boris. Merci. Donc là, je vais agrémenter de petites pousses de réglisse.
ce qui va très bien s'accompagner justement avec le côté l'acidité. C'est un tableau, hein, véritablement. Je continue à me concentrer là. Oui, restez concentré, Boris. Restez concentré, qu'on aille jusqu'au bout. On va en même temps vous proposer après de goûter le vin, puisqu'un chef, c'est son truc aussi de savoir si le mariage, si l'accord mets-vin est réussi. Donc vous avez compris que c'était aussi très important. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons sur la fin de cette recette préparée par Boris, le chef du restaurant au Gobi, avec Gabriel de Pouziac, qui est le patron, c'est toi de ce restaurant. Et franchement, c'est un ravissement d'abord des yeux et des papilles ensuite. Merci à vous surtout de nous avoir reçus et merci à tous d'être là parce que c'est un très très bel événement. Et merci à Aurélie qui a préparé cette émission. Je vais pas vous cacher que Aurélie, c'était son anniversaire hier, mais vous pouvez encore lui souhaiter hier et aujourd'hui. Alors elle m'a dit, je te promets Philippe, pour être en forme dimanche, samedi, je ne ferai pas la teuf très très longtemps. Je me coucherai tôt, c'est ce qu'elle a fait, elle s'est couchée à 4 heures. Elle s'est couchée très tôt. Un grand merci à toutes nos équipes techniques. Merci à Aubert Naturel et à l'ensemble des équipes de la radio. À Escale Assiette qui nous a proposé cette escale assiette, ces cuisinades que nous sommes ravis d'avoir tournées tous les jours. Aujourd'hui, c'était le poulpe à la cuisson. Et demain, nous terminerons avec la paella de Castellón. C'est nos partenaires espagnols qui viendront préparer une paella pour, je crois, 300 personnes demain midi. Si vous aimez la paella, c'est le moment ou jamais. Voilà, merci à Patrick et à son domaine. Merci beaucoup, Patrick. Merci à notre artiste dessinateur, parce que grâce à lui, on a pu faire aussi en direct ce dessin. Merci à Pamélito et un grand merci à toutes et à tous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette émission que vous pouvez retrouver sur YouTube via Escale Assiette. Oui, madame. Oui, alors, Gabriel, il y a une dame qui pose la question si elle veut manger ça, est-ce qu'elle le trouve dans ton restaurant? Alors non, pas encore, mais on peut le faire à la demande. Excusez-moi. Là, c'était vraiment une demande spéciale pour Escale Assiette, donc on l'a fabriqué comme ça. On a d'autres recettes avec le poulpe, mais celle-ci, on pourra la retrouver très très prochainement. Oui, c'est ça, oui. Il faut suivre les mouettes, madame. Vous suivez les mouettes et vous tombez sur nous. Merci à toutes et à tous. Merci aux IGP Pays d'Oc aussi pour leur concours à cette animation. Allez, passez un bon dimanche de Pâques et à demain. Merci beaucoup à toutes et à tous.